On a de la visite en studio. C'est le fondateur et PDG du fabricant de boissons alcoolisées Pure Vodka. Il est également président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal cette année. Nicolas Duvernois est avec nous en studio. Salut Nicolas. Salut. J'ai l'impression que les affaires vont bien. Je suis allé voir sur Facebook en préparant l'entrevue. Puis il y a une photo qui a été publiée la semaine dernière. Vous étiez devant à peu près 100 000 bouteilles dans le backstore. Ouais. C'est votre plus grosse livraison. Oui, c'était notre plus grosse livraison à vie. Plus de 100 000 bouteilles. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pas d'argent pour m'acheter 2 bouteilles. Fait que on a fait du chemin en quelques années, et puis c'est quand même historique là. Écoute, recevoir ça, 100 000 bouteilles, c'est genre 5 conteneurs. Oui, ça commence à faire de la palette pas mal là. Ben, on a un problème d'espace, c'est ça le problème. Là, donc les bouteilles, à ce moment-là, est-ce que c'est des bouteilles vides? Ça, c'est pas parce qu'on lance à Paris et à Londres en octobre, okay. Et puis c'est la production pour l'Europe. OK, pour la vodka. Le gin. Le gin aussi. La vodka, on va le lancer en février. Okay. Ça, c'est pour le gin. C'est ça. Le Romeo Gin a été lancé l'an dernier. Ouais. Ça faisait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là? Parce que Pure existait depuis quelques années déjà. Je voulais faire une vodka et un gin depuis le début. Okay. Mais en connaissant un peu mon histoire, j'avais pas une scène pour faire ni un ni l'autre. Donc, j'ai dû faire la vodka en premier. Puis j'ai attendu peut-être 4-5 ans pour lancer le gin. Mais dès le départ, je voulais faire un gin aussi. J'aime beaucoup le gin aussi. Il y a plusieurs arômes dans le gin. Ça doit être difficile de tomber sur la bonne recette. C'est super difficile, mais tu sais quoi, comme quoi la vie des fois est drôle. Moi, c'est ma femme, on mangeait une soupe dans un restaurant qui a trouvé la recette. C'était une soupe super fraîche. Puis moi, je cherchais un gin qui goûtait la fraîcheur. Okay. Une soupe à base de concombre, aneth, lavande, amande et citron. Puis ma belle Caro, qui à un moment donné était enceinte par-dessus les oreilles, 8 mois enceinte. D'ailleurs, comme aujourd'hui, moi, il va y avoir un nouveau produit là, parce que dès que ma femme est enceinte, il y a un nouveau produit. Non seulement humain, mais à boire aussi. Donc ça faisait presque un an que je cherchais la recette, j'arrivais pas à la trouver, ça me rendait fou. Et puis on est allé au restaurant et puis boum, je te niaise pas, 24 heures après, non seulement on m'appelait papa, mais quelques jours après on avait un gin. Donc c'est hallucinant. Puis pour travailler cette recette-là, je sais pas exactement le processus de fabrication. Tu sais, des fois, on parle de baies, de genévrier ou des trucs comme ça. Comment on arrive à élaborer cette recette-là? Donc, un gin, par la loi, ça doit être un alcool neutre. Donc, ça peut très bien être une vodka qu'on met une seule petite baie de genièvre dedans et c'est par la loi du gin. Okay. Nous, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr, on respecte la loi. Donc, c'est un alcool neutre qu'on met de la baie de genièvre. Mais après, on peut l'aromatiser à ce qu'on veut. Et nous, on a choisi ces ingrédients-là parce que moi, je travaille en mots-clés puis je voulais un gin qui goûte la fraîcheur. Tu sais, pas qui goûte trop le sapin ou trop ci ou trop ça. Puis quand il fait chaud, un bon gin tonic avec Romeo, c'est comme, on dirait que tu peux pas juste en prendre un, là. Oh oui, okay. Parce que des fois, c'est ça, il y en a des plus boréales ou des trucs comme ça. Ça va dans plein de directions, là. Moi, je voulais que ça soit quand même assez agréable à boire pour tout le monde. Des fois, c'est très expérimental, entre guillemets. Ouais, je dois avouer qu'on m'a eu à la bouteille. Je suis entré à la SAQ, puis quand j'ai vu les éditions spéciales du 375e, je l'ai vu, j'ai dit, ça me la prend, je l'ai mis dans le panier. Puis c'est un peu la même chose pour la Pure. Quand on s'était jasé la première fois, tu disais que l'importance de la bouteille, de l'objet, ça fait partie de la stratégie. Là. On achète avec nos yeux avant, comme on goûte avec nos yeux avant. Mais pour un spiritueux, on achète avec nos yeux. Les bouteilles de Romeo, tu parles de l'édition numéro 2. Écoute, on s'est fait dévaliser. Il en reste moins que 500, Il y en avait plusieurs, hein, je pense. Ouais, on en lance une autre en octobre. Okay. C'était on a remporté l'appel d'offres du 375e anniversaire de Montréal pour la SAQ. Donc, au début, ils devaient lancer ça juste à Montréal. Ça a tellement été un succès qu'on en retrouve même à Gaspé, des bouteilles en édition limitée. Et c'est un artiste qui s'appelle Marc Gosselin. Et là, on va lancer un deuxième artiste on a fait un concours sur Facebook qui a été... Sur Facebook? Ouais. On a vraiment fait un appel à tous à travers Facebook, mais bien sûr avec des partenaires pendant le Festival Mural à Montréal. Okay. On était à la recherche d'une œuvre qui mettait Montréal de l'avant et on va l'annoncer la semaine prochaine. C'est quel artiste a remporté le tout. Lui, il le sait. Il est extrêmement excité par le tout et puis la bouteille va être hallucinante. 100 000 bouteilles, on le disait, c'est pour le marché européen, Londres et Paris. Est-ce que ça commence vraiment à prendre la vapeur là du côté de l'international, à l'étranger? Oui, on était très discret à l'international. On y était, mais on était très discret parce que on n'arrivait même pas à suffire, ne serait-ce que juste pour le Québec. On connaît une croissance quand même assez exceptionnelle. Puis la vodka, dans le reste du Canada, la vodka a connu le plus de croissance en 2016, peu importe la vodka, le prix, là. Donc, on a vraiment le vent dans les voiles, mais qui dit croissance dit problème quand même. Hein. C'est des beaux problèmes, mais c'est des problèmes de croissance d'espace. Il faut financer tout ça. C'est pas parce qu'on a une commande de 100 000 bouteilles qu'on peut se retourner demain matin puis produire tout ça d'un coup. Donc, c'est toujours des défis j'appelle encore ça de jeunes entreprises, malgré le fait qu'on soit de moins en moins jeunes. Mais oui, on a vraiment, là, cette année, ça a été exceptionnel. Puis 2018, attache ta tuque, on a bien des
des annonces. Pour gérer la croissance comme ça, est-ce que ça prend de nouveaux investisseurs? Non, ça prend beaucoup de créativité de la part de nos comptables, de la part de moi-même. Mais on verra. On essaie d'aller le plus loin possible. On est le plus grand producteur de spiritueux au Québec, mais on est indépendant. On n'appartient à aucun gros groupe. Et puis, je trouve que c'est important d'aller encore un peu plus loin avant peut-être une fatalité comme le fait de devoir vendre. Le marché des spiritueux est à l'international et pas au Québec, on va se le dire. Le grand volume est aux États-Unis et en Europe. Puis, à un moment donné, ça coûte cher développer ces marchés-là. Depuis plus d'1 an et demi, on peut lire tes billets sur lesaffaires.com et dans le journal. Celui de cette semaine m'a interpellé. Ça s'appelle « Les 3 pièges à éviter pour tout entrepreneur ». Est-ce que c'est des pièges que tu as appris à la dure ou que tu as pu observer chez d'autres entrepreneurs? Un peu des deux. Un peu des deux. Je te dirais que je suis pas mal tombé dans tous les pièges au début, mais c'est surtout des pièges qui ont pas nécessairement qui sont pas reliés à l'entreprise elle-même, parce que souvent on pense que le seul danger qu'on est un entrepreneur se retrouve à l'intérieur de nos murs, à l'intérieur de nos 4 murs, mais des fois non, des fois c'est juste un piège qui arrive par la droite puis qu'on n'a pas vu venir puis boum, on tombe dans le pétrin. On peut les regarder les 3. Oui. Le premier, oublier d'où l'on vient. C'est tellement important. Écoute, il y a des personnes qui, on dirait, qui du jour au lendemain, dès qu'ils connaissent un petit succès, oublient que, il y a à peine 3-4 mois, ils travaillaient au Tim Hortons. Et puis là, ça change totalement ta vision quand tu oublies d'où tu viens. Moi, j'ai fait sciences politiques à l'université. Et puis en histoire, c'est tellement important de comprendre et de connaître son passé que je me dis tout le temps, il faut jamais oublier ses racines. Penses-tu que c'est plus dangereux pour ceux qui viennent d'un milieu plus aisé? Quand on est parti de loin, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu moins. Est-ce que c'est la perception que tu as aussi? C'est une réalité totalement différente, se lancer en affaires quand t'as pas une scène, puis se lancer en affaires quand t'as un peu plus de moyens. Je te dirais que les deux sont importants, parce que quand tu te lances en affaires, tu te lances pour une raison X. Tu te lances avec un rêve X, puis si tu oublies ça, souvent tu perds le fil. Au-delà des origines, on peut aussi oublier nos échecs. C'est un des dangers, ça aussi. Est-ce que les jeunes entrepreneurs ont trop tendance à tout le temps regarder par en avant, puis ce qui s'est passé, là, c'est de l'eau sous les ponts. Puis... Mais je te dirais qu'un échec, il y a 2 manières de le voir. Il y en a beaucoup qui le voient comme un point final. Moi, je le vois vraiment comme une virgule. Ça te ralentit, mais reprends tes forces puis repars. Je te dirais que c'est très important. Non pas de pas oublier l'échec, mais surtout d'apprendre de ton échec. Si tu ressors de ton échec avec une notion de pourquoi tu as eu cet échec-là, là, t'es gagnant. Si tu tombes par terre, tu te relèves sans vraiment réfléchir, tu vas retomber pour la même raison. Deuxième piège pour les entrepreneurs, l'ingratitude. Je pense que c'est un piège qui s'étend au-delà de l'entrepreneuriat pas mal. J'avais bien des messages à passer dans cette chronique. Oui, là, tu parlais davantage d'ingratitude envers ceux qui nous ont aidés auparavant. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé? Je trouve qu'il y a des petits gestes qu'on fait de temps en temps. Puis ma bonne amie Anne Marcotte, elle dit une super belle phrase, que donner sans attendre, mais recevoir sans oublier. Et puis je trouve que tout au long de mon parcours entrepreneurial, moi, toutes les personnes qui m'ont dit oui, les rares qui m'ont dit oui, mon Dieu, jamais je les oublierai. Les personnes qui m'ont tendu la main quand j'avais les 2 pieds dans la boue, il me semble qu'aujourd'hui, le monde oublie ces petits gestes-là. Mais la petite main tendue quand t'es dans la boue, là, c'est peut-être la main qui sauve ta vie. Ouais. Puis j'ai eu à travers quelques petits exemples dernièrement, ça m'a sauté aux yeux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit cette chronique-là, surtout pour l'ingratitude. Puis j'en reviens pas à quel point le monde sont prêts à rebattre du revers de la main, ne serait-ce qu'une aide symbolique. Mais aujourd'hui, surtout dans un monde de rapace, le monde des affaires, la petite aide, crois-moi, ça peut être très important dans le futur. Mais ça fonctionne pas forcément en retour de l'ascenseur. C'est pas nécessairement scratch my back, I'll scratch yours. Là. Non, pas du tout. C'est vraiment, n'oublie pas que quelqu'un, à un moment donné, a cru en toi. Tu sais, je demande rien en retour, moi, que je reçois des centaines de messages sur Facebook. Encore hier soir, j'ai passé presque 2 heures à répondre à des courriels ou des messages que j'ai pas nécessairement besoin de répondre. Mais le monde prenne l'effort d'aller sur ma page Facebook, sur Instagram ou peu importe, de me poser une question parce qu'ils ont certainement confiance en ma réponse. La moindre des choses, c'est que j'y réponde. Ça peut prendre du temps, j'en reçois des centaines et des centaines, mais je prends toujours le temps. Moi, j'oublierai jamais que cette personne-là a pris l'effort de se dire Nicolas Duvernois, il y a peut-être la réponse pour moi. Troisième piège dans la chronique, se reposer sur ses lauriers. Quand on est promis, on a nécessairement une cible dans le dos. C'est là qu'on peut se faire avoir. Là. Parce que quand t'es le premier, il y en a 400 en arrière de toi qui veulent te dépasser. Quand t'es le 400e ou quand t'es le 200e, c'est moins stressant. Mais j'en reviens pas à quel point certains entrepreneurs, justement, s'assoient sur leur laurier, ils ont un beau succès, c'est génial, mais l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Faut jamais oublier qu'il y a quelqu'un en arrière de toi qui va essayer de te dépasser. Et puis, s'asseoir sur ses lauriers, on a vu Kodak.
Kodak, je prends souvent cet exemple-là. Ils étaient le roi et maître dans la pellicule, comme on peut dire, puis ils n'ont pas vu le numérique venir. Kodak, aujourd'hui, c'est fermé. Ah ouais, c'est ça, ils ont allumé sur le tard, le trop tard. Là. Sur le trop tard, exactement. Mais si on prend juste se reposer, on arrive aux vacances de la construction, là, ça peut prendre combien d'années après avoir lancé une business avant de dire, OK, là, je peux prendre des vacances? Là? Mais je te dirais que souvent, c'est une question financière, hein, si tu as les moyens de le prendre ou pas. Je te dirais que c'est très important de se reposer, mais de pas s'asseoir sur ses lauriers. Je fais quand même une différence dans le sens où, comme moi, j'ai triché un peu. J'ai commencé mes vacances hier. Et puis, d'ailleurs... T'es en train de nous jaser puis t'es en vacances? Oui, ben moi, c'est des vacances comme ça, c'est génial. Et j'ai choisi de prendre mes vacances au Québec, à Québec et au Saguenay. Et je me suis dit, tu sais quoi? C'est pas parce que t'es en vacances que ton cerveau doit être totalement à off. En tout cas, en tant que jeune entrepreneur, moi, mon cerveau est toujours allumé. Et puis, c'est peut-être pendant ces vacances-là que je vais trouver l'idée révolutionnaire que je suis toujours à la recherche. Mais toujours faire attention. Faire attention ça veut pas dire que tu es en vacances, que la shop est fermée. Tu es en vacances, parfait. Prends le temps de te reposer, de te ressourcer, mais n'oublie pas que... Reste alerte. Reste alerte. Moi, quand j'étais en sport-études, quand je jouais pas j'étais au basketball, et puis mon coach, il me stressait tellement quand il me disait ça, mais il me disait, tu sais, Nicolas, quand toi, tu pratiques pas, le prochain gars contre qui tu vas jouer, il est en train de pratiquer. Devine c'est qui va gagner quand tu vas jouer. Tu sais, c'est... Donc, ça, c'est... Faut aller chercher la balance entre les deux. Exactement, la fameuse conciliation. Mais justement, hier, sur lesaffaires.com, il y avait un article qui disait que près de 8 cadres sur 10 ne déconnectent jamais. Les week-ends, les vacances, tout le temps en train de regarder les courriels. Est-ce que t'es dans ces 8 sur 10? Je suis malheureusement peut-être le premier sur le 8 sur 10. J'essaye, tu sais, moi j'ai une petite famille, j'essaye, mais on est accro à nous. Puis, je te dirais que moi, je suis en amour avec ce que je fais. Je suis vraiment en amour avec ce que je fais. J'adore l'entrepreneuriat. J'adore avoir des nouvelles idées, surtout développer des nouvelles idées. C'est mon gros trip. Mais je le sais que c'est mauvais. Il faut que j'arrive à une manière de relaxer, ne serait-ce que promener mon chien ou il y a beaucoup de buzz sur le mot méditation en entrepreneuriat maintenant. Peut-être essayer de faire ça, quoique je suis pas très flexible, mais je sais pas comment faire. Si quelqu'un peut m'envoyer un message Facebook pour dire comment relaxer, je vais l'écouter. La blonde est à l'aise avec ça? Connaît son moineau, j'imagine? Oui, ben écoute, Caro, on est ensemble depuis assez longtemps qu'elle comprend que c'est peut-être un peu désespéré, mon cas, mais elle travaille fort pour me convaincre du bienfait de la relaxation. Ouais, OK. Puisque je suis en studio, je veux aborder le sujet de ta dernière chronique aussi. C'était le succès et la jalousie que ça provoque. Ouais. J'ai l'impression qu'on a la fibre de l'envie un peu au Québec. Je prends comme exemple Eugénie Bouchard père, puis il y a des centaines de tweets qui apparaissent pour dire « Regardez comment elle est pourrie ». Fait que ça, c'est bon dans le monde du sport, des arts et spectacles, tout dans l'entrepreneuriat aussi. Ah oui, énormément. Puis l'entrepreneuriat. Puis d'ailleurs, bien souvent, dans l'entrepreneuriat, on mélange aussi le succès monétaire et le succès d'estime. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des succès d'estime qui font pas une scène. Et le monde sont quand même jaloux parce qu'on est toujours jaloux de la perception qu'on a de l'autre et non de la réalité. Parce que personne connaît... regarde malheureusement le chanteur de Linkin Park, multimillionnaire, des centaines de stades à ses genoux. Et puis finalement, il était malheureux et puis il décide d'en choisir autrement. Mais la jalousie dans le monde des affaires, c'est difficile à vivre. Surtout quand, tout à l'heure, on revient avec l'entrepreneur qui est parti de rien. Tu sais, moi, pendant des années, je roulais avec une Dodge Caravane finie que mon beau-père Gaétan, qui d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, je lui souhaite joyeux anniversaire, m'avait donné ou vendu $1. On pouvait plus donner des voitures, là, selon la SAQ. Et puis, quelques années plus tard, la vie a été bonne avec moi. On a travaillé fort. J'ai pu m'acheter une belle voiture. Et puis, le monde me jugeait. J'étais comme, mais t'étais où, toi, quand j'avais ma Dodge finie, sans blague, je voyais le plancher. Le plancher, il y avait un trou, c'était une Dodge air ouverte, j'appelais ça. Il y avait un trou pour voir la route où je roulais. Puis le monde me disait, il me disait jamais tu fais pitié. Mais le jour où je m'achète une belle voiture, ils me disent, on sait bien toi. On sait bien toi. J'étais en furie. J'ai commencé, moi, j'ai travaillé comme un malade mental. J'ai torché des planchers toute ma vie pour faire ça. Puis le monde jugeait par la perception qu'ils avaient. Mais ces commentaires-là, au début, ça doit être difficile. Puis encore aujourd'hui, là, ça doit être difficile aujourd'hui, de faire avec. Aujourd'hui, ça me passe un peu comme c'est l'eau sur le dos d'un canard, mais c'est enrageant parce que il me semble que souvent en plus, le monde qui sont jaloux, c'est le monde qui sont pas prêts à faire tous ces trucs-là, sauter d'un avion sans parachute. Puis je trouvais ça triste parce que moi, j'étais le premier en lavant les planchers à l'hôpital. Quand je voyais un bon coup de quelqu'un, j'étais le premier à être content. J'étais comme, coudonc, je tue l'épée dans la salle. Tu sais, moi, je suis content des succès des autres. Puis moi, quand je vis un succès, là, tout d'un coup, il y a du monde qui sont jaloux. C'est pas juste sur moi cette phrase-là. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs aujourd'hui, puis j'en ai consulté beaucoup pour voir, pour avoir du jus pour cette chronique-là. Puis j'en reviens pas à quel point, c'était unanime.
Le monde était comme, mais regarde, c'est la vie. Le monde est jaloux. C'est triste. C'est triste. Il faut être fier des entrepreneurs. Il faut pas être jaloux. Mais ça peut venir des gens qu'on connaît pas, mais ça peut venir des gens plus près de nous. Surtout des gens plus près de nous. Ah ben oui, ils oublient rapidement. Hein. Le succès fait oublier très rapidement le passé. Ça, je l'ai remarqué. Mais en même temps, tu t'as dit le mot exact, Eugénie Bouchard ou Xavier Dolan. Hein? Hey, on l'aime pas, Xavier Dolan. Mais veut pas, c'est lui qui nous remporte nos plus belles médailles dans le monde du cinéma. Donc, mais c'est la vie. C'est la vie. Il faut voir le côté positif des choses. On tombe en vacances. Là. 140 000 personnes qui tombent en vacances. Là. Ouais. Donc, j'aime mieux parler et penser à mon futur gin tonic qu'aux personnes qui sont jaloux de moi. Tu crois beaucoup au mentorat, Nicolas. Ouais. T'as lancé l'an dernier l'initiative, c'est Adopt Inc. Ouais. Peux-tu m'expliquer ce que c'est? Ouais. Alors, j'ai cofondé ça avec, encore une fois, mon ami Anne Marcotte et Philippe de Gaspé-Beaubien. C'est exactement ce que j'aurais rêvé recevoir comme moi, je l'avais le plancher à l'hôpital. C'est-à-dire une aide entrepreneuriale unique, 360 degrés. Et je voulais créer un pont entre les entrepreneurs à succès et les entrepreneurs émergents. Parce que j'ai très rapidement réalisé que ces deux types d'entrepreneurs-là ne se mélangent jamais. Ils mangent pas dans le même resto. Ben, il y en a un qui mange dans un resto, l'autre mange pas dans un resto. Ouais, c'est ça. Lui, il commence, l'autre commence. Il y en a qui voyagent, l'autre voyage pas. Il y en a un qui est en Dodge Caravane pourri, puis l'autre qui est en jet privé. Ouais. Donc, ils avaient jamais aucune chance de se mélanger. Et donc, j'ai eu l'immense chance d'avoir Desjardins qui est rentré très rapidement dans ma folie avec moi, notamment Guy Cormier, qui est quand même le PDG de Desjardins. Et on a créé ce mouvement-là où on a adopté 25 jeunes entrepreneurs, où littéralement, on leur donne un salaire, on leur donne la formation, ils ont du mentorat, mais du mentorat dans une autre ligue. Là. J'ai monsieur Alain Bouchard de Bouchard, j'ai Guy Cormier, j'ai Philippe de Gaspé-Beaubien, j'ai Éric Boycourt. Des gens auxquels on n'aurait pas accès autrement. Là. Aucunement accès, et qui littéralement chaque mois rencontrent leurs adoptés. Les adoptés ont un salaire, ils ont un salaire. Moi, je voulais qu'ils mettent pas de l'essence dans un Costco, mais qui se concentrent sur leur entreprise. Sur 1 an. C'est une adoption sur 1 an et on lance la prochaine cohorte au mois d'août prochain. On va avoir des grandes nouvelles, des grands noms encore qui vont adopter et même encore plus de jeunes entrepreneurs qu'on peut adopter et on voit les changements immédiatement. Je pense à une jeune adoptée, Judith Fetzer de la compagnie Cookit, tu sais, les plats là, les repas livrés à la maison. Okay. Écoute, son entreprise explose. Elle avait besoin d'un petit bout d'oxygène. On lui a donné et son entreprise explose. Je suis tellement fier des adoptés, là, c'est hallucinant. La nouvelle cohorte, est-ce qu'on peut appliquer ou est-ce qu'ils sont déjà choisis? Oui, alors, soit sur les multiples réseaux sociaux ou sur le site atop-inc.com, on va ouvrir les inscriptions très bientôt. Donc, c'est pas encore choisi. Première cohorte, on a eu plus de 400 inscriptions. Okay. On espère d'en avoir encore plus. C'est aussi un message au gouvernement qui dit, hey, regardez, il y a peut-être un manque qui manque quelque part. Il y a peut-être une aide qui manque quelque part. C'est un mouvement privé, 100% financé par un Le gouvernement va être quelques-unes. Il y a les gazelles, mais c'est un petit nombre d'entrepreneurs. Oui, mais ils sont très bons, le gouvernement, dans ce programme-là, mais c'est pour des entreprises 25 millions et plus. Ouais. On s'entend que 99,999% des entreprises au Québec ne feront pas 25 millions de chiffre d'affaires. Donc oui, c'est une aide bien ciblé, très niche. Mais nous, c'est vraiment pour le jeune entrepreneur qui est en train de laver les planchers, qui est en train de vendre des chips, je sais pas où. C'est pour lui, là. C'est pour pas qu'il abandonne. Parce qu'il y a tellement de monde qui abandonne parce que, tu sais quoi, ils ont un loyer à payer. Ils ont peut-être un petit bébé qui arrive. Ils ont la vie. Ils ont la réalité de la vie. Puis moi, je voulais pas qu'on arrête son parcours entrepreneurial parce qu'il fallait payer un loyer. OK. Bon, pour les gens à l'écoute qui sont en train de se lancer en affaires, ça va les intéresser. Oui. Adopt Inc. Oui. On peut lire tes chroniques sur lesaffaires.com. Oui. Évidemment, siroter une pure vodka ou un Romeo Gin pour les vacances à construction. Merci d'être passé en studio, Nicolas. Merci beaucoup et puis bonnes vacances à tout le monde.